Vous imaginez résumer 3 ans d'une vie de recherche en 3 minutes. C'est un exercice intéressant. Et en plus sur un sujet, comment dirais-je, qui pourrait éveiller chez vous quelques peurs, mais en fait, vous allez peut-être nous rassurer, Hugo. C'est à vous, 180 secondes, pas une de plus. Hein. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hugo Benoît, je suis doctorant au laboratoire de physiologie médecine expérimentale de Montpellier, donc on est localisé au CHU Arnaud de Villeneuve. Je vais un petit peu basculer sur un côté physio-pathologique, mais tout de même en lien avec le réchauffement climatique, dans le cadre donc de ma thèse en 180 secondes sur mon sujet qui porte sur l'impact des cyclotoxines sur la physiologie cardiaque et neuronale humaine. Restez bien face à la caméra. Boum, boum. Entendez-vous le bruit de ce cœur abîmé? Ne serait-il pas génial de pouvoir le réparer? Et ce, à partir d'une simple prise de temps? Vous allez me dire que c'est impossible et que cela ressemble à un film de science-fiction. Et pourtant, il y a quelques années, des chercheurs au nom de Gordon et Yamanaka se sont lancés le défi assez fou de changer le destin des cellules, des travaux pour lesquels le cœur a été mis à l'ouvrage. Transformer des cellules sanguines ou de peau en cellules souches, c'est-à-dire en cellules présentes lors de la phase embryonnaire pouvant devenir n'importe quel type de cellule. Du cœur, du poumon, du foie, du rein, tout est possible tant qu'on s'y donne à cœur joie. Ces travaux ont permis à ces chercheurs d'obtenir le prix Nobel de médecine en 2012, ce qui n'est pas trop mal, mais surtout d'ouvrir de très nombreuses possibilités de recherche et de travailler directement sur le patient, du lit à la paillasse, afin de faire de la médecine personnalisée, de la recherche fonctionnelle ou encore de la pharmacologie. Et c'est le cœur de mes recherches. En effet, je travaille sur les effets d'une toxine marine appelée ciguatoxine, qui va induire le syndrome de la ciguatera. Oui, comme beaucoup de maladies, nous ne sommes pas allés chercher le nom bien loin. Cette toxine va s'attraper via la consommation de poissons qui aura ingéré la toxine naturellement fabriquée au cœur même d'une algue appelée Gambierdiscus. Depuis quelques années, cette algue en provenance des îles tropicales apparaît de plus en plus dans des zones à l'origine moins tempérées, comme ici, chez nous, en mer Méditerranée, ou certaines îles de l'océan Atlantique. Conséquence du réchauffement climatique et de l'augmentation du trafic maritime. Malheureusement, syndrome ne rime pas pour rien avec symptômes. Ces derniers vont aller de simple haut le cœur à des troubles neurologiques et cardiaques pouvant être mortels. Alors, comment comprendre les effets de cette toxine sur un cœur humain? Eh bien, laissez-moi vous expliquer si le cœur vous en dit. Tout simplement en utilisant les cellules souches. J'utilise ces cellules et je les transforme en cellules cardiaques qui, en se liant entre elles, vont former un tissu. Ce tissu va être capable de se contracter et de mimer les contractions d'un cœur humain adulte. Boum, boum. Et ce, dans une simple boîte de pétri. Il me suffit alors d'injecter la toxine et de regarder les effets de cette dernière sur la contraction cardiaque et aussi sur le calcium intracellulaire qui va permettre la contraction. Vous l'aurez compris, réparer un cœur ne fait désormais plus partie de la fiction, mais bel et bien de la médecine d'aujourd'hui et de demain. Et ça, vous pouvez en avoir le cœur net. Bravo. Donc cette toxine, elle est portée par une algue, c'est ça? C'est ça. Mais cette algue, je pensais qu'elle ne vivait dans les zones tropicales que parce qu'elle était en symbiose dans les polypes coralliens, c'est ça? C'est ça. Alors elle est donc sortie des polypes pour arriver jusqu'à nous. Donc aujourd'hui, elle arrive jusqu'à nous, principalement donc le réchauffement climatique qui permet à cette algue de s'adapter au climat, notamment méditerranéen, mais surtout à cause du déversement d'eau de ballast, qui permet donc aux gros cargos de se charger en eau et pour faire des manœuvres dans les ports de certaines zones et d'arriver donc en Méditerranée et déverser ces eaux, et notamment donc déverser potentiellement la toxine, mais également des poissons contaminés à la toxine et qui ensuite, en se développant, vont permettre à la toxine de se développer dans un environnement qui n'est pas le sien. Mais en zone corallienne, elle vivait donc en symbiose au sein des polypes coralliens, dans les récifs coralliens, et là, elle peut vivre libre ou elle a trouvé un nouvel hôte? Alors, ça, je ne suis pas expert en la matière, surtout les biologistes marins qui pourraient répondre à cette question. Mais bon, en tout cas, on sait qu'il y a des poissons contaminés en Méditerranée. La question de comment elle s'adapte au milieu, sur quel type de surface elle va se proliférer,
Je sais qu'elle peut proliférer notamment sur des huîtres, sur des moules, donc elle peut s'adapter, je pense. Elle s'adapte, cette algue s'adapte en tout cas à son environnement qui était tropical, à un environnement qui l'est beaucoup moins. Donc elle est d'une certaine façon un indicateur du changement climatique, du réchauffement des eaux en tout cas. C'est ça. Donc une maladie tropicale, la gratte, on l'appelle là-bas. C'est ça, on appelle ça la gratte. Qui pourrait advenir aujourd'hui sur nos côtes. Donc on va se gratter à Montpellier. Qui est déjà sur nos côtes et il y a déjà eu des cas, donc, comme je l'ai expliqué, dans l'océan Atlantique, donc les îles Canaries, Madère, Portugal, et aussi donc aux Baléares, Palma de Majorque, il y a eu des cas, et en Crète aussi. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs, à notre ami Thésard? Oui. Alors attendez, là, dilemme. Est-ce que je monte vous amener le micro? Oui, allez hop, ça fera digérer de toute façon. Vous me le rendez, hein? Bonjour. Bonjour. Et est-ce que vous savez s'il y a des cas de gratte, justement, on en a observé en métropole? En métropole? Alors, ça dépend ce qu'on entend par métropole. En France continentale. La France est très concernée par cette pathologie puisque la ciguatera se trouve exclusivement, enfin principalement en Polynésie française. Donc il y a énormément de cas en Polynésie française et donc indirectement en France. La problématique, surtout avec cette pathologie, c'est que les symptômes vont varier entre les personnes, mais surtout, ils sont difficiles à diagnostiquer. Les premiers symptômes, comme je l'ai dit, ça va être principalement gastro-intestinaux, mais qui peuvent évoluer donc vers des pathologies cardiaques et neuronales plusieurs semaines, voire même plusieurs mois après contamination. Ce qui fait qu'une personne qui va développer des troubles cardiaques 1 an après une contamination, une personne qui était par exemple en vacances dans une zone infectée, va revenir en France, va avoir donc les symptômes qui vont arriver plusieurs années après. On ne va pas faire le lien entre une contamination à la ciguatoxine et les symptômes de cette personne, ce qui fait donc le diagnostic compliqué, donc le nombre de cas est sous-évalué. Et puis donc il y a un impact économique quand même assez important, puisque derrière, ça implique tous les soins nécessaires et surtout de nombreux arrêts de maladie, puisque les personnes contaminées ont les symptômes qui reviennent fréquemment, donc nécessitant beaucoup d'arrêts de maladie. Donc oui, la France est quand même beaucoup impactée par cette pathologie. Petite deuxième question. Oui, non? Oui, le micro arrive. Pas par moi, par Célia Paris. Oui, bonjour. Est-ce que cette toxine peut être détectée par une analyse de sang ou par un système comme par exemple la détection du Covid sur un petit appareil simple vendu en pharmacie? Excellente question, merci. Alors oui, il y a des tests qui existent. Le seul problème, c'est que ces tests sont très coûteux. On peut détecter la toxine directement sur le poisson. Donc, c'est possible de détecter un poisson contaminé avant même de le consommer. Mais donc, c'est des outils qui sont très coûteux. Et au niveau du diagnostic, on ne peut pas détecter la toxine en tant que telle dans une prise de sang, par exemple. Donc, c'est pour ça que le diagnostic est compliqué. On va savoir qu'une personne est contaminée par rapport à ses symptômes qui sont assez spécifiques, comme on en parlait, la gratte notamment, donc troubles gastro-intestinaux, démangeaisons. Après avoir consommé du poisson, c'est très certainement une contamination à ciguatera. Mais la détection de la toxine par le sang notamment est très compliquée et nécessite une analyse très poussée, par exemple avec de la spectroscopie de masse qui est coûteuse et pas forcément évidente à utiliser. Bon, et pour éviter, il faut éviter le poisson cru, quoi, comme là-bas. Il faut éviter les gros poissons, puisque... Les super prédateurs, c'est ça? C'est ça. Qui ont concentré la toxine. Il y a eu des papiers comme quoi des personnes qui ont consommé du requin sont décédées des suites. Mais qui mange du requin? En plus, ça pue le requin. Enfin, faut le faire mariner, le requin. Non, pas du requin. Un espadon, par exemple, en c'est pas moi qui Méditerranée. mange du requin, hein, mais... Oh, d'accord. Les personnes ne sont plus là pour en parler, donc... Ah bah oui, c'est vrai, c'est très juste. Non, mais... C'est très juste. Voilà, mais en même temps, le poisson archicu, c'est pas très bon. Hein. Donc, bouffez la côte de bœuf, au moins vous n'aurez pas de problème. Merci beaucoup, Hugo Benoît. Ah, il y avait une question, pardon, excusez-moi. Alors, ce sera la dernière. C'est juste pour savoir, mais moi, je suis apeurée parce que je me dis, mais que font les pouvoirs publics? Il y a des toxines, on sait les détecter dans des zones,
il y a des poissons derrière et on laisse les gens manger des poissons avec des toxines sans mesurer, sans quoi. Donc je ne comprends pas comment. Que font les pouvoirs publics? Alors pour l'instant, en fait, c'est un certain type de poisson qui est concerné par cette transmission de toxines. Il s'agit de gros poissons qui sont au niveau du règne animal marin. Donc les petits poissons vont manger l'algue, les plus gros poissons vont manger les petits poissons, et ainsi de suite. Une grosse contamination serait une personne qui aura consommé quand même un gros poisson qui n'est traditionnellement pas vendu dans une poissonnerie ou en commerce. Il faut aller plutôt sur du marché un peu exotique qui va vendre un certain type de poisson pour certainement être contaminé. Donc pour l'instant, on est quand même à l'abri de ça, mais on n'est pas à l'abri dans les temps à venir que de nouveaux poissons développent et concentrent énormément de toxines et que ça puisse devenir un problème assez majeur. Pour le moment, on est assez tranquille, mais le temps nous dira est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce que... voilà. Vous savez, de toute façon, dans le poisson, dans les superprédateurs, vous avez les PCB, vous avez le mercure, le lindane, vous avez à peu près tout, les retardateurs de flamme bromée, les polluants organiques persistants. Quand je vous dis qu'il faut manger de la côte de bœuf ou des rillettes, je plaisante. Ah, alors vraiment la dernière, monsieur. Ah, c'était merci. Alors c'est l'une des particularités de cette toxine, c'est que ni la congélation ni la cuisson ne vont détériorer la toxine. Est-ce que vous pouvez nous dire un truc positif? Ça a du goût, ça a bon goût au moins, la ciguatera? Ben, c'est qu'elle est aussi... elle n'a pas d'odeur, la toxine, donc voilà. Non, c'est très compliqué, donc c'est tout l'intérêt de travailler dessus. Et tout l'intérêt de votre thèse, et en plus, vous avez fait largement le tour du sujet. Merci. Exactement. Merci. Bravo.